Hello à toutes, je suis Selby, avocate en droit des sociétés, en droit des affaires depuis plus de 10 ans maintenant. Bienvenue sur le troisième épisode de notre mini-série sur le rachat d'entreprise. La semaine dernière, on a vu les grandes étapes d'un rachat de société de A à Z. Aujourd'hui, on zoome sur la première étape vraiment juridique du process, celle que tout le monde banalise, mais qui peut vous coûter très cher si vous ne la prenez pas au sérieux. J'ai nommé l'étape de la lettre d'intention ou encore de la LOI. Et je vais commencer par une question. Est-ce que vous avez déjà envoyé un mail à quelqu'un en disant: «C'est bon, OK, on est d'accord sur tout, on peut avancer de cette façon»? Si vous avez cette habitude, au cours d'un process de rachat, donc avec le vendeur de la société, je vous imagine très bien écrire un mail en disant: «OK, on est aligné sur le prix, je confirme mon intérêt, on avance», ou bien ça peut être de manière un peu succincte, avoir rédigé un petit document Word à 2 entre la poire et le fromage, dans un restaurant pour poser les bases avant de se lancer dans des vraies négociations. Si vous avez l'intention de faire ça ou que vous l'avez déjà fait, en réalité, vous avez peut-être déjà signé une lettre d'intention ou une LOI sans le savoir. C'est quoi déjà exactement une LOI? C'est la lettre d'intention, donc cette LOI, c'est un document qui va venir officialiser le début des négociations entre vous, l'acheteuse et le vendeur. Le rôle principal de cette LOI, évidemment, c'est d'encadrer la phase de pourparlers, sans en principe vous engager définitivement à acheter. En principe, évidemment, parce que c'est là que tout se complique. Une lettre d'intention bien rédigée distingue clairement deux catégories d'éléments. Donc, ceux qui n'engagent pas, typiquement un prix indicatif, la structure envisagée, les grandes conditions de l'opération, ce sont des intentions, pas des engagements fermes. Et ceux qui engagent immédiatement, certaines clauses auront une force juridique dès la signature, peu importe que le reste de la lettre d'intention soit non engageante ou encore non-binding, comme pourraient le dire les avocats, les conseils dans le domaine du rachat de boîtes. Donc typiquement, ça peut être une exclusivité. Et c'est cette distinction qui fait toute la différence, hein. Donc c'est pour ça que souvent, si les choses ne sont pas bien négociées, il peut y avoir clairement une incompréhension entre le vendeur et le potentiel acheteur, c'est-à-dire vous. Le vendeur, évidemment, est bien content d'avoir déjà trouvé un acquéreur donc à sa boîte avec un prix indiqué sur la LOI. Attention à son biais d'ancrage, évidemment, parce que si vous proposez, je ne sais pas moi, 1 million d'euros pour le rachat de cette boîte et que vous vous rendez compte que ça n'en vaut plus que la moitié, très compliqué à cause de ce biais d'ancrage pour le vendeur de comprendre qu'en réalité, vous n'allez pas mettre 1 million d'euros sur la table. Sauf que vous, évidemment, en tant qu'acheteuse ou acheteur, vous ne pouvez pas lui garantir le prix, évidemment, sans avoir regardé sous le capot de la société lors du processus d'audit. Il est donc super important pour vous de bien rédiger cette LOI que je vois de plus en plus signée à l'arrache sur une table quand on prend un dessert. Et ça, c'est clairement problématique parce que la réalité, c'est que souvent, moi, j'interviens au moment où est-ce qu'en fait, voilà, la LOI a déjà été signée et je vois quelquefois des choses qui sont pas forcément très conventionnelles et qui auraient pu en fait poser des problèmes à mes clients acheteurs ou vendeurs au moment de la signature de cette LOI. Pour le coup, je vais vous faire en fait un petit état donc des clauses qui engagent vraiment et qui, à mon sens, sont importantes. Typiquement, par exemple, ça va être la confidentialité. Dès que vous accédez aux informations de la cible, vous, en tant qu'acheteur, hein, les chiffres, les contrats, les coûts clients ou encore les salariés, vous êtes tenu à une obligation de confidentialité. Donc, ce qui est un peu normal parce qu'en fait, le vendeur, ça peut le rassurer évidemment que vous n'alliez pas crier sur le toit, en fait, tous ces données parce que, c'est ce qu'on appelle des données qui font partie du secret des affaires. Donc si il y a une clause de confidentialité qui est formalisée dans la lettre d'intention, évidemment, elle est juridiquement contraignante. La violer, même involontairement évidemment, peut vous exposer à des poursuites et donc, à des dommages et intérêts. L'exclusivité, donc, à mon sens, pour vous en tant qu'acheteur, c'est évidemment la clause la plus importante. Le vendeur, avec cette clause d'exclusivité, va s'engager à ne pas négocier avec d'autres acheteurs pendant que vous faites votre audit. En théorie, elle va venir vous protéger. Donc en pratique, si elle est mal calibrée, elle peut aussi vous coincer, hein. Il peut arriver quelquefois que les vendeurs
refuse cette exclusivité parce qu'il veut aller vite et donc le fait d'avoir plusieurs acheteurs, ça peut être plus intéressant pour lui et donc encore une fois, ça va être affaire de négociation. Je reviens sur cette clause d'exclusivité, donc faites attention si en fait la durée est un peu trop longue parce que vous pouvez être bloqué dans un process qui ne mène nulle part. Si typiquement les conditions de sortie sont un peu floues, parce que pour le coup, même chose, là vous vous exposez donc à des poursuites avec un risque évidemment de payer des dommages et intérêts encore une fois. Autre chose qu'il faudra, bien calibrer, dans cette lettre d'intention, la répartition des frais. Donc si l'opération, n'aboutit pas pour X raison, typiquement, qui va venir payer les frais d'audit, les honoraires d'avocat, les coûts qui auront été engagés? Tout ça, c'est négociable et ça se met dans la LOI, la pratique voulant que évidemment chaque partie, donc le vendeur ou bien vous en tant qu'acheteur, va, payer chacun ses conseils. Là, on arrive à la partie, on va dire, vraiment gros conseil, hein, sur cette LOI. Attention au principal piège de la requalification de la LOI. Une lettre d'intention mal rédigée peut être requalifiée en offre ferme d'achat, voire en contrat de vente. Et donc, comment ça se passe? C'est si typiquement la LOI contient un accord suffisamment précis sur la chose, donc c'est-à-dire les titres que vous allez venir acheter et sur le prix et que la volonté d'être lié est manifeste et évidente sans équivoque, l'acceptation du vendeur sur cette offre que vous aurez formulée peut suffire à former ce contrat de vente automatiquement sans que vous l'ayez voulu. Et c'est pour ça que la rédaction, encore une fois, de la lettre d'intention n'est pas une formalité. Donc typiquement, les formulations pardon, qui vont venir vous protéger, c'est la présente offre ne constitue pas une offre d'acquisition ou encore sous réserve d'un audit satisfaisant, sous réserve d'un financement obtenu et utiliser systématiquement par exemple le futur ou le conditionnel pour tout ce qui va concerner la cession. Donc ce sont des détails évidemment de rédaction mais qui ont des conséquences majeures en cas de problématique si vous devez vous retrouver devant donc un juge et qui va venir regarder quelle était concrètement l'intention donc des parties, donc c'est-à-dire votre intention à vous et puis l'intention du vendeur. Et donc, à côté de ces tips de rédaction, une bonne LOI prévoit également des conditions suspensives. À mon sens, tout ceci est complètement normal parce que souvent, typiquement, la condition suspensive la plus importante étant évidemment la réalisation d'un audit satisfaisant ou encore un financement obtenu. Et c'est souvent le cas parce que souvent, on va venir acheter une boîte grâce au levier de financement bancaire. Et donc, si ces conditions ne sont pas remplies, vous pourrez vous retirer sans pénalité. Mais encore une fois, la clause doit être bien rédigée parce qu'une clause, une condition suspensive floue peut ne pas vous protéger. Et donc, plus la condition sera précise et plus elle sera solide et plus elle est vague, plus elle sera inutile. Donc, en conclusion, la LOI, c'est rarement un document impressionnant en fait, hein. Ça peut, être un mail ou un Word qui va faire, 3-4 pages à la va-vite. Je crois qu'en fait même vous pouvez, trouver des modèles, sur internet. Il y en a un peu partout parce que de toute façon on peut tout trouver, aujourd'hui et c'est précisément pour cela que souvent moi dans mes dossiers, je le remarque, hein, en fait, que, mes clients ne font pas forcément attention à cette LOI et donc une règle extrêmement simple à retenir dès que vous mettez quelque chose par écrit dans le cadre d'un processus de rachat, demandez-vous: «Est-ce que je serais à l'aise si un juge, lisait ça?» Et si la réponse est non, faites appel à un avocat avant d'envoyer une offre, de rachat. Donc la semaine prochaine, on parlera de l'audit, de comment les choses se passent et pourquoi c'est important de réaliser cet audit avant de passer au processus de rachat et pourquoi ça change tout. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas donc à le transférer à quelqu'un qui serait intéressé par, ces, sujets donc de reprise d'entreprise. Donc je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien.